Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat consacré ce soir à Mayotte. À l'ordre du jour ce soir, qu'est-ce que l'identité mahoraise? Depuis les débats qui ont agité la France des années 2000 à 2010 sur le ministère de l'identité nationale, chacun et chacune d'entre nous sait combien cette question de l'identité est à la fois fluctuante et difficile à manier. D'autant plus quand cette identité française, pour ce qui concerne Mayotte, s'attache à se distinguer des îles voisines d'Anjouan, de Mohéli et de la Grande Comore qui constituent à elles trois l'Union des Comores. Cet attachement à la République française, maintes fois réaffirmé depuis les référendums des années 1970, puis lors de la départementalisation de Mayotte en 2011, doit-il pour autant se traduire par un détachement encore plus accentué vis-à-vis des Comores et des violences toujours plus nombreuses vis-à-vis des Comoriens devenus désormais des étrangers à Mayotte? Nous en parlons avec nos trois invités, avec Fad Idaroussi Tsimanda. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en géographie, chercheur associé au LAGAM, laboratoire de géographie et d'aménagement à l'université Montpellier 3, et vous avez travaillé sur la question des vulnérabilités différentielles des migrants à Mayotte. Avec nous également Mansour Kamardine. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député LR de la 2e circonscription de Mayotte. Et enfin, troisième invité, Nadia Tourki. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes franco-comorienne, membre du collectif Stop Wambushu, du nom de cette opération qui est menée depuis maintenant une dizaine de jours à Mayotte. Et vous êtes consultante indépendante sur les questions de gouvernance et de développement. Nous ne minimisons pas ce qui se passe à Mayotte depuis quelque temps. Les violences, les agressions, au contraire, la détresse de la population et l'insécurité qui y règne sont insoutenables, notamment pour les plus faibles. Pour nous, la seule solution envisageable pour résoudre cette spirale infernale est une réponse républicaine. Or, aujourd'hui, votre réponse est uniquement répressive. Elle n'est pas digne des valeurs républicaines. Détruire des bidonvilles, expulser des sans-papiers ne permettront pas de rétablir la paix. Au contraire, cela permet à un vice-président du conseil départemental de Mayotte de dire tranquillement sur une chaîne de télévision que peut-être il faut en tuer quelques-uns. Sur le fond, cet élu s'attaque violemment à nos valeurs républicaines et l'absence de réaction au plus haut niveau de l'État nous laisse un goût amer. Oui, monsieur le sénateur, ce que le gouvernement fait ici à Mayotte, c'est ce qu'il aurait dû faire depuis très longtemps, interpeller les bandes, casser la spirale incroyable des bangas, c'est-à-dire des habitats illégaux où vivent des enfants, des vieillards, des personnes handicapées qui n'ont ni eau, ni électricité, ni gaz. Et oui, monsieur le sénateur, l'immigration irrégulière est inacceptable dans votre département comme à Mayotte, c'est-à-dire dans toute la France. Vous venez d'entendre... Quelques secondes. Monsieur le ministre, je ne dis pas que la France ne doit pas agir. Ce que je dis, c'est qu'il y a des conditions aujourd'hui qui aggravent la situation. Le visa Balladur, par exemple, en est un parfait exemple aujourd'hui qui ne fait qu'aggraver, pour le coup, ce fossé qui existe entre les différentes îles comoriennes. Et je crois qu'il est grand temps de l'abroger. Merci. Eh bien, mille excuses d'avoir interrompu ainsi le dialogue assez riche entre Gérald Darmanin, qui répondait au sénateur communiste des Bouches-du-Rhône, Jérémy Backi, donc le ministre de l'Intérieur, défendait hier au Sénat l'opération Wambushu menée depuis le 21 avril à Mayotte. Il faut peut-être expliquer, monsieur le député Mansour Kamardine, ce qu'est justement ce visa Balladur qui était évoqué à l'instant même par le député le sénateur Jérémy Backi. Oui, très simplement, le visa Balladur n'est rien d'autre que l'expression de la souveraineté, parce que tous les pays, nous avons des pays, les pays ont des frontières, et pour franchir les frontières, quand on n'est pas un national de ce pays qu'on veut franchir, ben on prend un visa. C'est tout simple. S'agissant du visa lui-même à Mayotte, le régime du visa, il faut savoir que le visa, à partir de 1975, de 75 à 89, il y avait un visa qu'on prenait à l'arrivée. Et puis à 89, Mitterrand est allé aux Comores, s'est laissé berner par les Comoriens qui leur ont dit que finalement, ils peuvent aller à Mayotte uniquement pour aller rendre visite à de la famille puis rentrer. Et ils se sont installés à Mayotte. Et Balladur est venu, il a réintroduit le visa. Cette fois-ci, au lieu de le prendre à l'arrivée, on le prend au départ de Moroni. Qu'est-ce que cela change, Fad Idaroussi Tsimanda, quand on évoque cette question, que d'avoir cette question du visa qui, dans toutes les documentations, les articles et les articles savants que l'on peut lire, nous dit eh bien qu'il y a là quelque chose d'un peu particulier, justement, ce visa tel qu'il vient d'être défendu par Mansour Kamardine, monsieur le député de la 2e circonscription de Mayotte.
En effet, en fait, je ne suis pas pour l'abrogation de ce visa. Parce que ce visa, comme monsieur le député l'a dit, en fait, elle entérine matériellement en fait, les frontières de Mayotte. Et qu'est-ce que cela change par rapport à la période où effectivement auparavant, d'après ce que j'ai cru comprendre, eh bien les Comoriens venaient, repartaient ou ne repartaient pas, mais venaient très régulièrement. Est-ce que cela a induit une immigration, disons, moins régulière ou peut-être plus permanente sur l'île de Mayotte? En effet, en fait, selon les écrits, ce visa est difficile à obtenir pour les Comoriens qui viennent à Mayotte. Donc, pour eux, la seule solution, c'est d'opter à l'immigration clandestine, de rentrer à Mayotte de manière illégale. Donc, ce qui accentue de surcroît leur vulnérabilité, parce qu'en arrivant à Mayotte, ils ne sont pas répertoriés sur les fichiers. Donc, voilà, ils vont se mettre dans les bidonvilles et se mettre dans des situations vraiment très, très extrêmes. Quand on regarde Nadia Tourki, vous qui êtes franco-comorienne et qui êtes contre cette opération Wambouchou qui a été déclenchée par le ministre de l'Intérieur très récemment, quand on regarde cette question vue des Comores, comme vous l'êtes, puisque vous êtes à Moroni, est-ce que cette question est essentielle ou est-ce que ça n'est qu'une des embûches, pourrait-on dire, de la relation difficile entre l'Union des Comores et Mayotte ? C'est effectivement une des embûches à cette question qui oppose l'État comorien et l'État français depuis 1975. Pour parler du visa Balladur, il faut savoir que c'est un visa qui a été demandé par les élus mahorais suite à une crise sociale au sein de l'île de Mayotte. Et à chaque fois qu'il y a une crise sociale, les premiers coupables identifiés sont toujours les Comoriens des autres îles. Au lieu de chercher les réponses dans l'efficacité des politiques publiques qui sont menées sur l'île, on a trouvé les boucs émissaires idéaux qui sont les autres Comoriens. Et à chaque fois, on se cache derrière la question de la clandestinité supposée des autres Comoriens sur l'île de Mayotte pour cacher les vrais problèmes de gestion de l'île de Mayotte. Il faut bien entendre effectivement ce que vous dites, Nadia Tourki, monsieur le député Mansour Kamardine. Quand on dit les autres Comoriens, j'imagine que vous n'êtes pas d'accord puisque vous pensez qu'effectivement il y a une identité spécifique à Mayotte par les différents référendums, comme je l'ai dit, depuis les années 1970 et pourquoi pas en remontant beaucoup plus loin dans le 19e et le 20e siècle. En tout cas, vous considérez que vous n'êtes, enfin je ne sais pas si vous vous considérez comme encore comorien ou plus comorien du tout, d'une certaine manière, Mansour Kamardine, mais en tout cas, il y a une différence d'appellation, pourrait-on dire. Les Mahorais n'ont jamais été comoriens, les Mahorais ne seront pas comoriens. Comment on peut affirmer que les Mahorais n'ont jamais été comoriens ? Jamais été comoriens parce qu'il n'a jamais existé un peuple comorien, une nation comorienne. C'était des entités différentes qui se battaient, les sultans batailleurs. Je renvoie à une bonne lecture de M. Forek qui le dit très clairement. Mais surtout, moi, je voulais, avant peut-être d'aller plus loin, je voulais revenir à ce que disait Mme Tourki. Et même le troisième débatteur, il n'y a pas de difficulté à obtenir de visa quand on veut aller à Mayotte, puisque 80% des demandes sont satisfaites. Donc, mais il y a une volonté de colonisation par les Comores sur Mayotte, et on voit par exemple le gouverneur d'Anjouan qui appelle tout le monde à prendre des bateaux, à aller à Mayotte pour envahir Mayotte. La deuxième chose... Anjouan, il faut rappeler, c'est l'île des Comores qui est la plus proche de celle de Mayotte. La plus proche. Ensuite, quand on a introduit le visa en 1994, il n'y a pas eu de crise. Il y a tout simplement une volonté des populations, effectivement des Mahorais, qui ne supportent plus l'invasion barbare qui venait d'Anjouan pour aller à Mayotte et qu'on demandait... C'est vous qui dites l'invasion barbare, en l'occurrence, monsieur le député. Ça, c'est mon terme. Oui. Tout ce que je dis là, n'ayez crainte, c'est moi qui l'assume. Très bien. Me reprendre 36 000 fois, mais c'est mon terme. Ensuite, il n'y a pas eu... c'est ce que je voulais dire. Enfin, pour s'agissant de l'histoire, je renverrai simplement à des déclarations, notamment du premier président des Comores, à la personne de Feu Ahmed Abdallah, paix à son âme, qui déclarait à l'occasion d'une audition par la commission du Sénat, et il était lui-même ancien sénateur, il a dit « Il n'y a jamais eu d'unité comorienne », c'est dans tous les articles, c'est la France, par souci de commodité, qui a construit l'archipel des Comores.
Eh bien, dès ce moment-là, dès avant donc 1875, parce qu'on était en guerre, chacun voulait coloniser l'autre, nous avons vendu notre territoire à la France pour avoir la paix, la sécurité. Et aujourd'hui encore, nous réclamons de la France la sécurité. Fad Inaroussi Tsimanda. Oui, en fait, pour répondre à votre question sur l'identité mahoraise, je pense qu'il faut faire d'abord un détour historique. Mayotte, en effet, est une île qui est au carrefour de l'océan Indien. De fait, en fait, son identité est multiple. Son identité est africaine bantou, arabo-musulmane et malgache. Elle est résultat en fait d'une histoire très ancienne qui date d'au moins du 7e siècle. Les fouilles archéologiques qui ont été menées à Mayotte attestent la présence humaine depuis le 7e siècle. Mais en quoi est-elle différente Depuis toutes ces années-là, En quoi est-elle différente, Fad Inaroussi Tsimanda, des îles voisines? Parce que c'est cela, la question de l'identité, je le disais, c'est toujours maniable différemment. Elle est singulière parce qu'à Mayotte, on parle quand même deux langues. Nous avons le shimaoré et le malgache, le kibushi. Plusieurs toponymes sont des toponymes malgaches. Donc oui, l'identité mahoraise existe et comme l'avait bien souligné monsieur le député, en fait, les Comores, c'est une création coloniale en fait. Ces îles-là se sont retrouvées ensemble malgré elles à devoir cohabiter sous la France. Ensuite, l'union, la création politique économique, ça date à la veille depuis juillet 75. Donc l'identité mahoraise existe. Nadia Tourki, j'imagine que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui vient d'être affirmé à la fois par le député Kamardine et par le géographe Fad Inaroussi Tsimanda. Oui, effectivement, je ne suis pas d'accord et je constate d'ailleurs que j'ai deux avis contraints, donc on fait toujours les émissions on fait toujours les Mais- émissions à trois, excusez-nous, mais on ne peut pas en 40 minutes avoir C'est pas plus grave, d'invités. c'est pas grave. Allez-y. C'est pas grave. Je pense qu'on peut remonter jusqu'à la nuit des temps pour essayer de prouver que les Mahorais ne sont pas comoriens, mais je pense que l'histoire du monde, elle est comme ça. Les pays ont été fragmentés avant de devenir les pays qu'ils sont aujourd'hui. Et l'histoire de l'Afrique en particulier, tous les pays africains résultent du fait colonial. Et des frontières ont été tracées au moment de la prise des indépendances. Et ce sont ces frontières-là qui seront valables jusqu'à aujourd'hui. Donc je ne vois pas au nom de quoi Mayotte doit faire exception. C'est vrai que Mayotte fait exception sur beaucoup de choses, mais là, c'est carrément remettre en cause l'ordre mondial. Parce qu'il faut rappeler effectivement qu'il y a eu un débat permanent à l'ONU en particulier autour de la question des frontières. Ces quatre îles étaient ensemble pendant la période coloniale. À partir de 1974, il y a eu donc un référendum qui s'est mis en place et les Mahorais se sont séparés des trois autres pays des trois autres îles qui ont demandé l'indépendance. Et depuis maintenant cette date-là, très régulièrement, le gouvernement des Comores demande justement à ce que soit respectée l'idée que les frontières sont intangibles et que normalement Mayotte aurait dû rester dans cette union des Comores. Oui, tout à fait. Mais ce que je voulais rajouter, c'est que justement, pour nous, l'identité mahoraise, c'est une partie de l'identité comorienne. On ne peut pas séparer l'identité mahoraise de l'identité comorienne. D'ailleurs, tous les observateurs qui sont à Mayotte constatent ces dernières années un phénomène de réappropriation culturelle des familles mahoraises qui, très bizarrement, ressemble à ce qu'on fait sur les autres îles des Comores. Donc, moi, je veux bien que Mansour Kamardine affirme qu'ils n'ont jamais été comoriens, mais en tous les cas, si je me mettais à parler comorien, là, il serait lui et l'autre co-débatteur seraient les seuls à me comprendre. Donc, ça, tout à fait, évidemment, c'est tout à fait vrai, voilà. C'est certain. Comment on explique, Mansour Kamardine, monsieur le député, comment on explique cette phrase qui est souvent prononcée quand on parle de Mayotte, ceux du soir chassent ceux du matin? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Parce que ça permettrait peut-être de comprendre quelque chose à cette question de relation entre Mayotte et les îles voisines, en particulier en juin. C'est pas une phrase mahoraise, c'est une phrase plutôt comorienne qui veut dire que ceux qui sont ici depuis longtemps veulent empêcher ceux qui veulent venir de venir. Ce qui n'est pas totalement exact. Comme le disait M. Tsimanda tout à l'heure, à Mayotte, nous avons, et ça on l'a qu'à Mayotte, vous avez des villages entiers, notamment des villages côtiers qui ne parlent que malgache, le patois, donc la langue malgache, ce qu'on appelle le kibushi. Vous avez des villages entiers qui ne parlent que shimaoré. Et puis pour rebondir à ce que disait Madame Tourki tout à l'heure, quand elle dit que, en gros, on voit des familles qui reviennent
et notamment pour emprunter des comportements, disons, des cultures comoriennes. Non, comoriennes, des cultures actuelles. Cela s'explique simplement parce que quand on a le même débat en France métropolitaine, aujourd'hui, quand vous avez par exemple, dans la région Île-de-France, une forte population d'origine étrangère et qui n'est plus une minorité s'agissant de Mayotte, une minorité visible, mais une majorité qui s'impose. Effectivement, il impose sa culture, on protège sa langue, il impose ainsi de suite. Et du coup, c'est la culture mahoraise, l'identité mahoraise qui risque ou qui recule. Et donc ça, ce n'est pas acceptable. Moi, ce qui me excusez-moi, monsieur le député, mais une identité, j'ai insisté là-dessus en ouverture, mais on le sait depuis longtemps et ça fait partie effectivement des longs débats que l'on peut avoir dans une nation comme la France. Une identité se construit, elle se construit au fur et à mesure du temps et d'une certaine manière, elle n'est jamais fixe. Absolument, mais si je vous disais que dans une quinzaine, une vingtaine d'années, vous ne sortirez plus dans les restaurants, que vous mettrez le tchador, que vous chanterez comment dirais-je, danserez les manifestations culturelles de l'Afrique du Nord, ainsi de suite, je ne suis pas sûr que vous direz qu'elle est toujours dans votre identité, qu'elle se construit. Donc je crois qu'il faut parler des choses qu'on connaît. Moi, ce qui me frappe là, surtout, c'est cette espèce d'arrogance, notamment qui est exprimée par les grands Comoriens, et qui consiste à dire que Mayotte, voilà, comme ça, sans raison, sans motif, Mayotte est comorienne. Madame Turki, tout à l'heure, vous l'avez présentée comme une franco-comorienne. Elle a fait le choix de la double nationalité. Moi, je fais le choix de la nationalité française. Je n'ai qu'une nationalité et je me porte très bien. Et donc, je veux dire par là... Il y a énormément de Français qui ont des doubles nationalités, quelles qu'elles soient, d'une certaine manière. Ça fait partie... Sans doute, mais quand on a des revendications à exprimer, comme celle-ci, je crois qu'on fait, c'est plus clair pour tout le monde, on fait le choix d'une nationalité qu'on défend. Moi, je ne suis pas offusqué autant que Madame Nadia, si elle s'affirme comme une Comorienne et qu'elle revendique Mayotte, je le comprendrai, mais j'ai le sentiment que tous nos amis voisins, grands Comoriens, ont la nationalité française, ils vivent tous en métropole, et ils ne veulent pas que les Mahorais soient des Français. Eh bien, les Mahorais sont des Français, et ils ont décidé, par leur vote, vous avez rappelé à plusieurs reprises, leur volonté et leur fierté d'être Français. Je crois qu'il faut que les uns et les autres comprennent que le bulletin que nous avons glissé dans l'urne, tous ensemble, en 1974, le 22 décembre 1974, et a la même importance, qu'il soit déposé à Moroni, à Anjouan, ou à Mayotte, ou à Moélie, et là, la même importance. Les trois îles ont fait le choix de l'indépendance, bravo, félicitations, bon courage, bonne chance. Les Mahorais ont fait le choix de la France, ils en sont fiers, et puis terminé. Et ça me assez édifiant. Merci, mais je voudrais donner la parole à la fois à Fahadi Daroussi Tsimanda, qui la demande depuis un certain temps, puis à Nadia Turki pour qu'elle vous réponde. Fahadi Daroussi Tsimanda. En fait, je souhaite rebondir sur la question des frontières de Mayotte après la décolonisation. Parce que voilà, la question de Mayotte, le statut de Mayotte est tout le temps remise en question. Tout en fait, il faut savoir que la France s'est basée sur l'article 53 de la Constitution de 1958, alinéa 3, qui stipule que nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations concernées. Il faut savoir aussi que la France a consulté les populations au pluriel, mais pas la population. Donc, ce qui fait que voilà, en droit, ça change. Le S qui est qu'on a inscrit là change tout. Donc, on a consulté les populations et comment dire, ces territoires en fait relevaient en fait des droits français. Donc, c'était à la France d'octroyer l'indépendance aux Comores. Très bien. Nadia Turki, c'est juste parce qu'il faut avancer un tout petit peu. Je vous coupe la parole, Fahadi Daroussi Tsimanda, je m'en excuse, mais il faut avancer un tout petit peu dans le débat. Nadia Turki, vous vouliez répondre à la fois à ce qui vient d'être dit par Fahadi Daroussi Tsimanda et Mansour Kamardine. Oui, je vais répondre aux deux parce qu'on nous accuse souvent d'arrogance alors que moi je note que là je subis l'arrogance, non seulement l'arrogance de mes frères mahorais, mais aussi de la falsification de l'histoire. Quand on parle d'identité, on parle d'identité de peuplement, on parle d'identité religieuse, on parle d'identité sociale, on parle d'identité culturelle, autant de caractéristiques qui nous rassemblent. La seule chose qui nous divise, c'est cette revendication des Mahorais de vouloir être français et nous qui avons fait le choix de l'indépendance. Mais pourquoi, s'ils n'étaient pas comoriens, ils ont été amenés à répondre le 22 décembre 1974 à une question qui était posée aux Comoriens.
J'aimerais qu'on m'explique déjà. Donc, alors, c'était un scrutin dans lequel il y avait 180 000 électeurs. Les électeurs de Mayotte étaient aux alentours de 17 000. Sur les 17 000, il y en a 75% qui ont voté et c'est 63% qui ont voté le oui pour l'indépendance. Donc ça fait 48 ans qu'on est otage de 5 000 voix qui ont été ensuite manipulées par les officiels français, on le sait très bien. Il y a eu des révélations, déjà il y a eu des déclarations de Valéry Giscard d'Estaing, il y a eu des révélations de Michel Rocard, il y a eu des révélations de François Mitterrand et d'autres qui ont montré clairement que c'était un piège de marquer les populations dans le texte qui régissait cette consultation et que de toute façon les accords du 15 juin 1973 avaient clairement établi que le résultat devait être vu dans sa globalité et non île par île. Donc c'est à la base de tout ça que les Comores ont été inscrits aux Nations Unies le 12 novembre 1975 comme un État avec 4 îles, y inclus Mayotte. Donc si les Nations Unies l'ont accepté, excusez-moi, mais alors si maintenant on remet en cause le droit international, je ne sais pas de quoi on parle. Vous écoutez le temps du débat. Nous posons cette question difficile, visiblement, et on l'entend bien dans cette émission. Mayotte, qu'est-ce que l'identité mahoraise? En compagnie, vous venez de l'entendre, de Nadia Tourki, franco-comorienne et membre du collectif Stop Wambushu, de Mansour Kamardine, député LR de la 2e circonscription de Mayotte, et de Fahad Idaroussi Tsimanda, docteur en géographie, qui a fait sa thèse justement sur Mayotte. Mayotte, île française depuis 34 ans, devient département et s'ancre un peu plus dans la République. Je suis contente parce que c'est pour l'avenir de tous nos enfants. Tout le monde, on est content ce soir, on va danser, on va sauter. Et voilà, on est content. Le département, vieille revendication, marque un virage, applaudi des deux mains. Mais l'évolution sera progressive, avec les minima sociaux prévus en 2011 et surtout l'apparition de nouveaux impôts. Mayotte espère toucher des fonds européens et certains électeurs les réclament déjà avec détermination. Ce qu'il nous faut, c'est des milliards et des milliards d'euros pour qu'enfin Mayotte soit développée. Le département, modèle laïque, interdit toute nouvelle union polygame, ainsi que la justice musulmane. Les clandestins représenteraient un quart de la population. Beaucoup redoutent que le nouveau statut augmente un peu plus l'immigration illégale, devenue incontrôlable. France Culture, le temps du débat. Emmanuel Laurentin. C'était le 30 mars 2009 dans le journal de 13h sur France 2 consacré aux résultats du vote sur le référendum à Mayotte et où le oui l'a emporté à 95,2%. L'île est devenue ainsi le 101e département français. Ces milliards et ces milliards qu'espérait cette personne interrogée dans la rue par France 2, est-ce qu'ils sont tombés, Mansour Kamardine? Milliards, c'est notre élu un peu foufou, Raos, qui le dit. Moi, je voulais rebondir plutôt par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, notamment sur 4 points. La falsification de l'histoire. Je voudrais simplement rappeler que il n'y a jamais eu de sultan des Comores. Il y a eu des sultans, chaque île avait ses sultans. La Grande Comore, chez Madame Tourki, il y en avait même 7 ou 12. La deuxième chose que je voulais aussi rétablir, on dit pourquoi répondre à la question qui a été posée. Oui, madame, parce que tout simplement, en 1946, sur une proposition de loi du député Saïd Mohamed Cheikh, la France a créé ex nihilo, sans consulter personne, les territoires des Comores. Ensuite, de 1946 à 1974, c'est-à-dire en gros 25 ans, est-ce qu'on construit une nation, on construit un pays, on construit ainsi de suite? Non. Et à cette occasion, justement, comme nous le rappelle souvent Renan, eh bien, la France a consulté pour savoir qu'est-ce que nous voulons. Si nous voulons partir en commun, construire une nation commune, un État commun, les Mahorais ont répondu non. Eh bien, je crois que ça, c'est une réalité qu'il faut tenir. Enfin, il faut aussi peut-être, je vous interromps, monsieur le député, mais il faut rappeler aussi, j'ai eu l'occasion d'interroger sur ces questions-là il y a pas mal d'années Olivier Stirn, que lui-même était un tout petit peu surpris de ce qui s'était passé et un peu embarrassé, comme le disait Madame Tourki, par ce résultat du référendum de 1974. Il était ministre des Outre-mer et de Valéry Giscard d'Estaing. Il ne savait pas trop bien quoi faire d'ailleurs de ce vote qui séparait Mayotte des 3 autres îles des Comores. Tout de même, il faut rappeler que le gouvernement français avait été à un moment un peu embarrassé par cette affaire. Encore une fois, permettez-moi de rétablir la réalité très précise. Olivier Stirn dit plusieurs années après
qu'il avait reçu Ahmed Abdallah pendant la période de la campagne, qu'Ahmed Abdallah lui dit « Laisse-moi faire, j'en fais mon affaire pour Mayotte, il n'y aura aucune difficulté » parce qu'Ahmed Abdallah avait cette capacité d'acheter les gens. Il se trouve qu'à Mayotte, il n'a pas réussi à les acheter. Et effectivement, ils ont tous été surpris. Et puis surtout, Olivier Stirn déclare dans votre micro qu'il s'en est ouvert à Chirac et à Giscard, qui lui ont dit si c'est ce que souhaite Ahmed Abdallah, il n'y a pas de problème, on lui fait confiance. J'ajoute que le dernier sénateur qui a voté la loi portant sur la consultation, il le dit dans une déclaration, je pense, du 7 novembre de tête 1974, c'est-à-dire à la veille de la consultation du 22 décembre. Il dit à la tribune du Sénat, il dit, en première lecture, je me suis abstenu parce que je sais que vous le constituez, vous le organisez une consultation île par île, mais en deuxième lecture, je me suis laissé convaincre par mes amis, je vais quand même le faire. Voilà, donc les révélations, voilà, c'est ça les révélations dont qu'on nous bassine tout le temps, qui ne sont pas des révélations du tout. En l'occurrence, il l'a dit à mon propre micro, effectivement, Olivier Stirn, et donc ça n'est pas vous bassiner que de le dire, mais c'est intéressant que vous le mentionniez, effectivement. Mais pas vous, j'ai précisé ce qu'a dit, j'ai révisionné la bande encore il y a 3 jours, et donc je sais très précisément ce qu'a dit Olivier Stirn. S'agissant maintenant de la question de l'ONU, regardez toutes les demandes d'adhésion à l'ONU, ça passe par le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité s'est réuni le 17 octobre. Qu'est-ce qu'il dit, le Conseil de sécurité? Donnons un avis favorable à l'admission des Comores comme un nouvel État à l'ONU. Et l'Assemblée générale va dépasser cette compétence-là, va dire prononçons l'admission des Comores avec 4 îles. Personne ne lui a demandé. Et donc, cette pétition de principe n'a aucune valeur juridique. Et c'est sur cette espèce de bouée que s'accrochent les Comores pour dire oui, il y a la décision de l'ONU. Merci, monsieur le député. Je voudrais donner la parole à Nadia Tourki qui la demande. Et puis, je donnerai ensuite la parole à Fahd Idar-Oussi de Simanda. Nadia Tourki. Juste pour compléter l'information, il y a non seulement la résolution 3385 qui crée le territoire des Comores avec ces 4 îles, mais il y a eu par la suite une vingtaine de condamnations de la France pour l'occupation illégale de Mayotte. Donc à un moment, je pense qu'il faut qu'on soit un peu cohérent avec l'histoire. Mais il semble que les résolutions, je voudrais préciser cela, Nadia Tourki, sont, disons, de plus en plus modérées de la part des Comores, j'ai cru comprendre, au fur et à mesure que le temps avance et qu'on s'écarte justement de ce référendum de 1974 peut-être. Alors Mansour Kamardine mentionnait tout à l'heure ces révélations et contre-révélations. Comme on le sait, c'est une question de lobby qui se font au niveau des autorités françaises qui elles-mêmes s'ingèrent dans la politique intérieure des Comores et qui s'arrangent. Vous n'êtes pas sans savoir que l'histoire des Comores indépendantes a été parsemée d'épisodes d'instabilité dans lesquels la responsabilité de la France n'est plus à démontrer, ne serait-ce que par la présence de Bob Denard pendant 12 ans dans notre pays. Il faut le rappeler pour les plus jeunes, qui était un mercenaire issu de l'armée française et qui effectivement a participé à un coup d'État aux Comores. Voilà. Et puis il faut dire aussi que la France est, je crois, aujourd'hui le premier bailleur des Comores, si je ne me trompe pas. Sans compter tous les trafics d'influence qui sont faits et on a enfermé les autorités comoriennes depuis des années dans un dialogue bilatéral soi-disant pour régler cette question alors qu'on ne la règle pas du tout, on ne fait que l'aggraver, alors que c'est une question qui pourrait être facilement réglée si on la portait au niveau des instances internationales qui sont là pour ça. Quand il y a un contentieux entre des États sur des questions territoriales, il y a des institutions qui sont là pour les régler. Fahd Idar-Oussi de Simanda, on a appris après quelques jours de l'opération Wambouchou que le ministre de l'Intérieur français, donc Gérald Darmanin, allait bientôt recevoir le ministre comorien de l'Intérieur, Fakhreddine Mahamoud. Qu'est-ce que cela peut changer à la situation visiblement très tendue qu'il y a aujourd'hui à Mayotte autour de cette question de l'identité mahoraise et de la question de l'immigration venant des autres îles de cet archipel des Comores? Oui, en fait, pour le moment, il n'y a aucune information qui a chuté sur cette rencontre. Mais nous osons espérer qu'à l'issue de cette rencontre, les ports et les aéroports comoriens soient ouverts aux personnes qui ont été refoulées de Mayotte. Parce qu'il faut savoir que habiter en France métropolitaine, en France, sur le territoire national, il faut présenter un document.
un document qui atteste qu'on a le droit de séjourner. Donc, nous espérons qu'à l'issue de ces 2 rencontres, que les personnes qui sont bloquées à Mayotte puissent retourner chez elles. Parce qu'on ne peut pas garder ces personnes à Mayotte. Et le fait de vivre dans les bidonvilles, en fait, c'est vivre sous une menace permanente. Mais pourtant, les autorités portuaires comoriennes avaient annoncé, je crois, le jeudi 27 avril, que les bateaux en provenance de Mayotte étaient à nouveau autorisés à accoster. Ça ne s'est pas passé ? Mais sans les... il faudrait que les personnes qui soient embarqués dans ce bateau le fassent de leur propre gré. Il faudrait que ça soit à leur demande. Il faudrait que ces personnes soient détentrices de carte d'identité comorienne. Oui, c'est cela, c'est le principe de base. Mais ça n'est pas possible, ça ? Connaissant le contexte et en discuter avec ces personnes dans les bidonvilles, je ne pense pas que cela sera possible. Ces personnes-là vont refuser de retourner aux Comores. Pourquoi aller aux Comores, en fait, si c'est pour aller vivre la misère? Ils ont fui les Comores pour Mayotte parce que c'est à Mayotte qu'il y a la France, c'est à Mayotte qu'il y a un meilleur avenir. Donc, Nadia Tourki, puis Mansour Kamardine qui n'est pas intervenu depuis un certain temps. Nadia Tourki. Ok, je voulais juste souligner que nous sommes très sensibles à la situation que vivent les résidents à Mayotte. Les questions d'insécurité sont vraiment terribles, on en est bien conscient, ainsi que les problèmes d'insalubrité. Mais ce qui nous gêne dans et là, vous parlez depuis Moroni, vous voulez Oui, je parle depuis Moroni. Donc depuis ce qui nous gêne en tant que représentant du Stop Wambushu. Ce qui nous choque dans cette opération, c'est la brutalité et aussi le fait qu'on veut lier tous ces problèmes d'insalubrité, de délinquance, etc., à la présence de Comoriens à Mayotte et qu'on traite de clandestins. Et c'est pour ça que c'est très bien que le ministre de l'Intérieur comorien rencontre le ministre de l'Intérieur français, mais nous estimons que nous ne sommes plus à un niveau du débat où il s'agit juste de réglementer la circulation des personnes et des biens. Nous avons un contentieux territorial qui doit être réglé parce que c'est ce contentieux territorial qui est à la base de tous les problèmes que l'on vit depuis, aussi bien à Mayotte que sur les autres îles. Donc, c'est pour ça que notre revendication, c'est vraiment qu'on aille au fond du problème, qu'on règle ce problème territorial, qu'on soit clarifié tous sur le statut de Mayotte et on a un destin commun à construire, qu'on le veuille ou pas. Je ne suis pas sûr que cette question du destin commun soit partagée. Par la proximité géographique, ouais, bien sûr. Mais on est obligé de composer, Mansour quel que Kamardine, soit le statut de nos îles. Mansour Kamardine, est-ce que cette question du réancrage dans l'environnement proche de Mayotte semble possible à vos yeux? Parce qu'il pourrait y avoir, disons, comme dans les moments de tension entre des voisins, il pourrait y avoir des accords qui soient encore plus contraignants pour les uns et pour les autres que ceux qui ont été signés auparavant. On a parfois l'impression, et c'est peut-être un peu difficile de dire cela quand on s'est pas rendu soi-même ni à Mayotte ni aux Comores, de ce que Freud appelait le narcissisme des petites différences parfois. C'est-à-dire comment, en fait, au bout du compte, des gens qui sont relativement proches, y compris culturellement et historiquement, peuvent à un moment ou à un autre exacerber leurs différences pour pouvoir s'éloigner les uns des autres. Vous savez, les Français, les Allemands, les Italiens sont très proches. Il n'empêche qu'ils se sont fait deux guerres mondiales. Oui. Donc je crois que ce n'est pas la proximité qui justifie la nécessité de voilà. Ben... Ce qui justifie, c'est la reconnaissance réciproque de ce que l'un et l'autre est, des choix, des destins que nous avons faits. Quand les Comoriens nous empêchent ou s'opposent à ce que nous participions à la COI alors que nous la finançons, quand s'opposent à ce que la communauté de l'océan Indien. Voilà, nous jouons au jeu des îles de l'océan Indien, ainsi de suite, ça pose problème. Donc, si les Comores sont prêts à ce qu'on participe à des choses, ça suppose d'abord que chacun accepte l'identité de l'autre. Et ça, pour l'instant, je ne suis pas sûr que dans les propos de Madame Tourki, on a cette orientation-là. La deuxième remarque que je voulais faire, c'est quand elle parle d'une violence faite due à la présence de Comoriens. Il faut que Mme Tourki sache qu'à Mayotte, 80% de nos salles de classe sont peuplées d'enfants comoriens, singulièrement anjouanais, et ça continue encore.
Mais ne peuvent-ils pas devenir des Mahorais comme d'autres enfants venus d'autres pays deviennent des Français sur le territoire métropolitain, par exemple? Non, mais ça ne peut pas se faire compte tenu du détournement du droit de la nationalité qui est fait. Aujourd'hui, comme je vous dis, les Mahorais sont le seul territoire au monde où les nationaux sont moins importants que les étrangers. Elle a dit tout à l'heure qu'il y avait une violence dirigée contre la présence des Comoriens. On arrive tout au bout, allez-y. Mais en 2 mots, je voulais juste dire que contrairement à ce qu'elle dit, l'opération Ambouchou qu'elle veut arrêter est une opération qui a pu se faire à Moroni, où le maire de Moroni a chassé les Enjoinais. Et je ne l'ai pas entendu. Nadia Turki, il faut conclure, on arrive bientôt au bout. Je voudrais donner la parole à Nadia Turki et la redonner également à Fahd Idar-Oussi Tsimanda, qui n'a pas intervenu depuis longtemps. Nadia Turki, brièvement. Alors, juste pour corriger la dernière information livrée par M. Kamardine, le maire de Moroni n'a pas expulsé les Enjoinés. Il a déplacé des vendeurs de rue vers un autre site. Il se trouve que dans ces vendeurs de rue, la grosse majorité étaient des Enjoinés. Mais voilà, c'est ça le problème, c'est qu'à chaque fois, on veut ethniciser des problèmes sociaux. Alors qu'il y a des problèmes à la base, il y a des problèmes de pauvreté. Quand on dit qu'à Mayotte, il y a 80% de la population mahoraise qui vit en dessous du seuil de pauvreté, c'est la population officielle. Il n'y a pas les clandestins là-dedans. Donc, et on ne veut pas voir l'éléphant dans la pièce. Alors que c'est dans cette pauvreté que se crée la violence, que se créent les habitats insalubres. Donc, c'est un problème de gestion publique. Ouais. Je donne la parole à Fahd Idar-Oussi Tsimanda pour qu'il conclue peut-être. Il nous reste une petite minute avant la fin de cette émission. Vous parlez dans votre thèse de vulnérabilité différentielle des migrants, justement, dans les bidonvilles justement de Mayotte. Qu'est-ce que vous pouvez dire justement sur cette question sociale qui vient d'être évoquée par Nadia Turki, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des questions ethniques ou des questions d'identité, mais aussi des questions sociales? Oui, effectivement, en fait, il y a des questions sociales. Il faut s'attaquer aux causes profondes de la vulnérabilité. Et s'attaquer aux causes profondes de la vulnérabilité, pourquoi est-ce que les Mahorais et les Comoriens ne s'entendent pas sur le territoire de Mayotte? C'est parce que voilà, les Comoriens ne respectent pas le choix des Mahorais dans leur appartenance à la France. Donc ça aussi, c'est l'une des causes profondes de la vulnérabilité. Voilà le fait que les Comoriens soient rejetés à Mayotte. Donc sur la condamnation de la France, sur la présence française à Mayotte, en effet, il y a une condamnation. Toutefois, le ton communautaire a été atténué au fil des années. Donc c'est le temps qui a été employé il y a quelques années, c'est plus pareil que maintenant. Et la France a décidé de garder Mayotte en se basant sur le principe principe en fait, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Merci beaucoup Fahd Idar-Oussi Tsimanda. Je rappelle que vous êtes docteur en géographie. Merci Nadia Turki, franco-comorienne et membre du collectif Stop Wambouchou. Et merci à vous, monsieur le député Mansour Kabardine, député LR de la 2e circonscription de Mayotte, d'avoir réussi à dialoguer de façon ferme, mais néanmoins polie, entre vous tous sur cette question de l'identité mahoraise. Le temps du débat a été préparé ce soir par Mathias Mégy.